Voilà, c'est bon. Donc, je pense que tout est OK. Nous notons donc une demande de reconstitution de la Cour constitutionnelle, une résolution du litige concernant les 31 sièges contestés au Parlement, le départ du président Keïta, la formation d'un gouvernement d'union nationale et une réclamation de poursuite liée aux événements tragiques des 10, 11 et 12 juillet 2020. Au regard de tout cela, il convient donc de voir dans quelle mesure la société civile pourrait donc et doit indubitablement s'impliquer davantage afin de trouver des solutions de sortie de crise. Nous allons commencer donc avec Madame Doumbia. Madame Doumbia, Madame Doumbia, vous nous entendez? Madame Doumbia, vous êtes là, vous nous recevez? Bon, apparemment, il y a quelques soucis techniques. Ça va? Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Difficilement, voilà. Mais voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je fais des efforts quand même. Hein. Ça va? Oui, ça va, ça va. Nous vous recevons. Ce n'est pas très clair, mais nous arrivons à discerner un peu. Alors, oui, mais on est en embargo de l'Internet ici, là. Oui, c'est déplorable, j'imagine. Alors, oui. Doumbia, nous avons un peu compris le contexte oui. du Mali. Et vous, oui. Vous êtes donc présidente du Conseil du Fonds au profit des victimes. Donc, oui. Ça suppose que vous allez dans le sens d'une réclamation de poursuite liée aux événements tragiques qui ont été observés au Mali. Mais que pensez-vous de cette situation? Par quel mécanisme pensez-vous que l'on pourrait arriver à une restructuration du tissu social de manière urgente sans pour autant entraver ou plutôt aggraver la situation sécuritaire qui prévaut au Mali? Bonjour, pour m'avoir invité dans ce webinaire en tant que fonds, mais avant tout, je suis de la société civile malienne et je suis dans ce processus à deux niveaux. Alors, le premier niveau, c'est qu'en tant que citoyenne malienne, je voudrais donner mon avis sur ce qui se passe parce que la crise n'est pas venue brutalement. Hein, ces violences ne sont pas venues brutalement. C'est un panier dont la goutte d'eau a fait déborder le vase. Le Mali est dans un mal-gouvernance depuis fort longtemps, mais qui s'est aggravé au fur et à mesure. Et aussi, aujourd'hui, nous nous trouvons dans un problème très grave, c'est ce qui s'appelle la crise de confiance. Dès que la crise de confiance s'installe entre un peuple et ses dirigeants, ça pose problème. Et à l'analyse de la situation actuelle dans laquelle nous sommes retrouvés, je pense qu'il s'appelle que on va faire un peu la genèse de tout ce qui a amené ça, parce qu'il est bien placé pour le dire en tant que membre du comité stratégique de M5. C'est eux qui savent très bien comment on est arrivé à ce stade. Mais moi, je voudrais dire quand même que tant que le dialogue ne cesse, un dialogue sincère, je dis, un dialogue sincère ne s'établit pas entre les dirigeants et les dirigés, ce sera très tant que le dialogue ne cesse de parler d'issue favorable ou encore, je ne sais pas, de retour à un système qui est décrié partout sur le territoire malien, en tout cas avec une grande majorité de personnes, d'individus qui aujourd'hui ne font que réclamer leurs droits à beaucoup de choses, leurs droits à la bonne gouvernance, leurs droits
à la santé, leur droit à l'éducation, leur droit à l'accès à l'eau, leur droit à l'accès à tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce qui est vital dans la vie. Les gens se trouvent dans une pauvreté absolue, les gens se trouvent dans une corruption généralisée et les gens se trouvent aujourd'hui spoliés de leurs droits, en tout cas de vote. Donc c'est un problème, beaucoup de problèmes qui se sont entassés et moi j'ai regretté que la CEDEAO vienne avec juste pour régler le problème des élections alors que le problème est plus profond. Donc c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et aujourd'hui la CEDEAO, je ne sais pas, moi j'ai rencontré la CEDEAO, on a forcé la porte parce qu'en tant que composante féminine, nous avons voulu les rencontrer et leur dire ce qu'on pense de cette situation. Dès lors qu'il y a eu mort d'âme, on se trouve dans une autre situation. Et aujourd'hui, les mouvements qui se font, les contestations qui sont dans la rue, qui se sont traduites en contestations violentes de part et d'autre, posent problème. Et je l'ai dit, c'est parce que quelque part, ce mouvement qui a commencé le 5 juillet et qui a continué le 19 juillet, juin, excusez-moi, du 5 juin et le 19 juin, c'était des mouvements pacifiques. C'était des mouvements pacifiques, c'était des revendications pacifiques, c'est bien, maximalistes, mais pacifiques quand même. Et quand ils ont demandé d'aller faire des sit-ins, de la désobéissance qui se trouve dans notre constitution, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages, des éléments incontrôlés qui peuvent s'ajouter à cette problème. Et ces éléments contrôlés, c'est qui? C'est des gens peut-être marginalisés depuis des années, c'est des gens qui souffrent, qui se sont ajoutés à ce groupe organisé, parce que le groupe était organisé et qui ont amené ces problèmes. Et moi, je dis, quand bien même on se trouve dans des situations du genre, nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous comprenons que c'est très difficile pour nous, comme aujourd'hui, d'accepter qu'il y ait mort d'âme. Parce que ceux qui tombent, ce sont nos enfants, ce sont nos fils, ce sont nos frères. Comment aller tirer dans une maison de l'imam et que des jeunes adeptes ne fassent pas la barrière? Parce que les plus que nous comprenons que c'est très difficile pour nous, comme aujourd'hui, d'accepter qu'à mort, on les a enregistrés devant la maison de l'imam. Ce n'est pas des gens manipulés, c'est des gens qui ont dit l'imam n'a rien fait pour qu'on envoie et que des jeunes adeptes enregistrés devant la maison de l'imam. Ce n'est pas des gens manipulés. Grave, ce qui me fait mal, moi, en tant que femme. Parce que les plus grands morts, ce n'est pas des gens manipulés, c'est des gens qui ont mort d'homme. Et qu'aujourd'hui, le problème est en train de... C'est inacceptable. Et je pense que moi, en tant que femme, c'est que la CEDEAO est un axe qui est l'axe des législatifs, alors qu'il y a d'autres situations très difficiles que les Maliens vivent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'insécurité généralisée, le problème du nord, le problème du centre, où on brûle des centaines de personnes par jour, où encore on tue tous les bétails, où encore on détruit toutes les récoltes, etc., etc. L'insécurité dans toutes les villes de Bamako aujourd'hui, dans toutes les villes, même des régions, sur les routes, les viols des femmes, les spoliations de tous les biens des populations qui voient tranquillement dans leur bus, mais incroyable. C'est tout ça entassé qui fait le problème du Mali. Ce n'est pas seulement le problème des élections. Les élections se sont passées bien quelque part, mais ailleurs, c'est des problèmes. Et aujourd'hui, on fait du rap n'importe où, même à Bamako. Partout, on rappe des gens. Le président Soumaïla Cissé, quand même, c'est une personnalité de la nation. Il est sans plus de 130 jours aujourd'hui entre les mains des ravisseurs. Le président a dit 4 fois sur les antennes, il est là, il vit bien, il n'a aucun problème, il va revenir bientôt. Bientôt, c'est quand? C'est tout ça entassé. Il ne faut pas qu'on ramène le problème de ce mouvement-là à uniquement les législatives. C'est un des maillons du problème, mais les problèmes sont graves. Et le plus gros problème, je l'ai dit devant la CEDEAO, c'est une crise de confiance. Les Maliens n'ont plus confiance aujourd'hui à ce système. Et ça pose énormément de problèmes. C'est profond. Ce n'est pas la visite d'une délégation de 6 jours ou encore la visite des chefs d'État demain qui vont venir pour quelques heures, je vous dis quelques heures, de 11h à 17h, pour régler un problème aussi profond, aussi grave. Voilà ma position de société civile. Et je dis, les morts doivent être réparés. C'est-à-dire qu'il faut justice soit et que réparation soit. J'y tiens, je vous dis quelques heures, de 11h à 17h, pour régler qu'elle soit éclaircie et que ces gens soient remis dans leurs droits et que justice soit faite pour que leur âme repose en paix. C'est inacceptable que des Maliens qu'on donne des balles par le forçat, en tout cas, et une équipe formée
pour lutter contre le terrorisme que ces forces aujourd'hui se retournent leurs armes contre leurs citoyens, leurs propres citoyens. Nous, on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter en tant que CPI, je ne peux pas l'accepter aujourd'hui en tant que défenseur des droits humains et en tant que femme tout court. C'est inacceptable pour nous et nous allons nous battre. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons donner la parole au docteur Serigne Bamba Gueye pour qu'il se prononce sur cette question. Docteur, nous remarquons une absence de cadre formel de négociation entre le M5 et la mouvance présidentielle. Ne pensez-vous pas donc que cette absence de cadre formel de négociation envenime vraiment les efforts de la CEDEAO dans le sens où on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens? En outre, nous remarquons au niveau du M5 RFP quand même un caractère hétéroclite dans sa composition, puisque nous avons des membres de la société civile, nous avons des organisations religieuses, nous avons des partis politiques. Comment pensez-vous que l'on pourrait arriver à vraiment un dialogue réaliste et portant ses effets? Je vous remercie, Mme Fall. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier M. Alioune Tine, président AfricaJom, et son équipe de m'avoir invité à participer à ce débat autour de la situation politique actuelle du Mali. J'en profite également pour saluer les panélistes et les discutants. La situation actuelle au Mali est une situation gravissime, parce que cette situation aujourd'hui pose la question même de la survie de l'État du Mali. Il se trouve que ce pays fait face à une triple crise sécuritaire, humanitaire et politique, et que les dernières élections législatives ont été l'élément déclencheur pour approfondir une fois de plus ces crises multiformes que traverse le Mali. Et aujourd'hui, on est dans une situation véritablement particulière parce que les dernières manifestations ont engendré des morts. Et quand cela arrive dans un contexte politique comme celui que je viens de décrire, ceci a pour conséquence de radicaliser les positions. Il y a aujourd'hui une polarisation très forte entre le M5 et le gouvernement. Et comme vous le rappelez, ces deux partis n'arrivent pas à trouver un cadre formel de discussion. Mais discuter autour de quoi? Parce que les revendications du M5, aujourd'hui, c'est des revendications radicales qui visent aujourd'hui tout simplement le départ du président de la République, la dissolution de la Cour constitutionnelle, la formation d'un gouvernement, bref, un changement de régime. Et ceci, en fait, le gouvernement et ses alliés ne l'acceptent pas. Devant cette situation, la CEDEAO a tenté une médiation qui, malheureusement, pour le moment, n'a pas porté ses fruits. Et demain, 5 chefs d'État de la sous-région viendront une fois de plus pour essayer, en fait, de trouver des compromis entre le gouvernement et le M5 pour dépasser la situation. Cette situation, donc, elle dépasse le cadre du Mali. Ça devient en fait un enjeu régional de sécurité parce qu'aujourd'hui, si la situation au Mali ne trouve pas une solution, cela peut entraîner des conséquences gravissimes au niveau politique, sécuritaire au niveau politique et sécuritaire, voire même humanitaire. Et cela va toucher tous les pays voisins du Mali. C'est pour cela que cette situation nous interpelle et les Maliens, mais également tous les Africains, parce que la stabilité du Mali est un enjeu aujourd'hui de premier ordre pour l'Afrique de l'Est. Ici, ajoute qu'au-delà de cet enjeu sécuritaire, il se pose également une question très importante, c'est comment résoudre les crises politiques pour permettre aux protagonistes nationaux de trouver des solutions, mais éviter aussi d'imposer au peuple malien des solutions toutes faites. C'est ça aussi toute la difficulté et la contradiction. Aujourd'hui, oui à une médiation, mais évitons également de donner l'impression d'imposer au peuple malien une solution toute faite à laquelle il ne va pas se reconnaître. Cela également va constituer un élément limitant concernant les médiateurs externes. Mais à l'interne aussi, nos frères et sœurs maliens ne parviennent pas à trouver un cadre informel de discussion.
Et l'absence de ce cadre informel de discussion va véritablement renforcer la polarisation, la radicalisation des positions, va renforcer la violence et ça peut véritablement déboucher sur une situation qui véritablement risque même d'être encore plus grave que celle que nous vivons. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est de voir aujourd'hui quel est le plus petit dénominateur commun à partir duquel les acteurs maliens peuvent s'entendre. Parce que les points de vue sont tranchés et radicalement différents. Le M5 veut une rupture radicale concernant l'acteur régime. D'autres éléments qui ne sont pas du M5 et la société civile estiment qu'aujourd'hui, on peut trouver un modus vivendi autour d'éléments de compromis. Hier, j'ai lu la proposition qui a été faite par l'ancien garde des Sceaux, Maître Malick Coulibaly, et cette proposition est constituée comme étant un appel aux deux parties pour pouvoir trouver une solution en même temps pour résoudre la crise actuelle, mais en même temps se projeter pour résoudre les questions de fond que connaissent la Mali depuis plus de 10 ans autour des questions de gouvernance, autour des questions de sécurité, mais autour également de la question de la reconstruction et la fondation de l'État. Je pense que le moment est venu donc de pouvoir trouver un cadre de discussion pour briser cette polarisation, cette radicalisation qui se fait jour par les Maliens eux-mêmes. Et ce cadre de discussion, ces éléments de compromis pourront permettre à la délégation de la CEDEAO, qui arrive demain au Mali, de pouvoir en fait trouver un cadre fédérateur permettant aux gens de dialoguer. Sinon, cette mission de la CEDEAO risque d'être un échec. Elle sera rejetée par le M5 en disant que la CEDEAO n'a pas une légitimité parce que c'est des acteurs externes. Ensuite, le gouvernement va s'entêter dans ses postures d'immobilisme et cela véritablement va renforcer la gravité de cette crise. Donc, je pense que pour répondre à votre question, oui, il y a absence de cadre, mais je pense que les acteurs maliens, je viens d'en citer un acteur, il y a des propositions qui ont été faites et je pense que c'est des propositions dignes d'intérêt. Je ne suis pas acteur malien, dignes d'intérêt, qui peuvent être également un outil de négociation capable de fédérer les Maliens autour d'une médiation extérieure, la CEDEAO par exemple, et qui serait susceptible en même temps de mettre fin à la crise actuelle, mais aussi de poser les problèmes de fond qui ont pour nom la durée du mandat du président actuel, la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, la composition du Conseil constitutionnel, la question de l'organisation dans un délai de 1 an d'une élection présidentielle et législative couplée, et surtout, la mise sur pied d'une 4e République au Mali. Et cette 4e République devra être vraiment la République qui va faire l'inventaire de ce qui n'a pas marché dans ce pays depuis plusieurs années en matière de gouvernance sur le plan politique et social pour refonder un État malien qui aura une légitimité, qui sera capable de mesurer une administration capable de délivrer des services sociaux de base dans un pays meurtri par plusieurs années de conflit, mais également une armée capable également de lutter contre les extrémistes et de permettre en fait au Mali de stabiliser. Je pense que je n'ai pas de solution toute faite à proposer. Je suis mal placé pour le faire. Je ne suis pas acteur malien. Je respecte le combat du peuple malien, mais je pense, étant un ami du Mali et connaissant très bien ce pays, aussi bien au niveau de sa classe politique, de sa classe intellectuelle, et visitant régulièrement ce pays, je pense que nous devons aujourd'hui être des éléments fédérateurs autour d'un compromis historique au Mali. C'est un compromis historique qu'il faut pour sauver le Mali, mais en même temps permettre à ses filles et à ses filles de s'entendre sur l'essentiel pour refonder ce grand peuple qui est aujourd'hui un élément central de la stabilisation en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Dr Gueye. Vous avez vraiment très bien décrit la situation. En effet, c'est un enjeu sécuritaire régional qui nous interpelle tous, mais qui demande aussi une implication forte de tous les membres de la société civile du Mali.
Et de ce fait, j'aimerais voir si M. Koné est là parmi nous. M. Koné, est-ce que vous nous recevez? Apparemment, M. Koné a toujours des problèmes de connexion. Nous allons rebondir avec Madame Doumbia. Tout à l'heure, le docteur Gay a parlé vraiment d'une solution venant des différents acteurs, d'une reconstitution de la Cour constitutionnelle, entre autres, vraiment de tous les organes qui devraient permettre d'avoir une nouvelle république. Mais pensez-vous que cela puisse vraiment être possible dans la mesure où nous savons que le Mali est gangréné par une corruption très ancrée. Nous savons aussi qu'il y a un marasme économique. Une refonte totale, une formation d'un nouveau gouvernement entraînerait donc une sorte de représailles ou de funérailles politiques pour le président Keïta. Et je ne pense pas que ces leaders soient prêts à être jugés. Pensez-vous que dans cette mesure, il serait possible de trouver un cadre de discussion? Madame Doumbia, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Oui. Fatou, ça va? Merci. Oui, ça va. Oui. Je disais que dans mon introduction, j'ai parlé d'un problème très récurrent qui est là, qui pose problème. C'est la problématique de la crise de confiance. Vous savez, dès lors que les gens n'ont pas confiance l'un dans l'autre, c'est difficile d'accepter quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas là je ne suis pas de l'opposition ni du parti au pouvoir, mais je suis là en tant que civil et je suis là je me bats pour que justice soit. Justice, pas justice seulement dans les tribunaux, mais que la justice sociale puisse marcher. Le président de la République, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais qui a eu son pouvoir avec le soutien, avec les religieux surtout, en 2013, qui a composé avec les religieux, surtout les religieux musulmans, et qui ont battu campagne pour lui, qui l'ont soutenu à tous les niveaux, jusque dans les mosquées, et jusque dans les églises, pour le soutenir. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en premier rang pour ce combat. Et qui sont avec les autres, comme vous avez dit, avec ce groupe hétéroclite composé de politiciens et autres, parce qu'ils ont mis en avant justement la situation sociale de ce pays, la corruption généralisée de ce pays, la crise de confiance de ce pays. En 2018, je vous le dis franchement, je suis la présidente des femmes. Quand il y a eu dès qu'on est sorti des élections, qu'on a crié qu'il y a eu des malversations, qu'il y a eu des petites dans les élections, le premier groupe à aller voir toutes les tendances confondues. Le premier groupe qu'on nous avons vu ce jour-là, c'était l'opposition, c'était Soumaïla. Nous sommes partis voir Soumaïla, nous avons dit mets la main sur le cœur et accepte pour que le Mali sorte. Nous sommes dans plusieurs crises et aujourd'hui c'est difficile d'amener une autre crise là-dessus. Et Soumaïla a dit allez-y demander au président s'il accepte le dialogue pour qu'on puisse ensemble travailler ce pays et sortir de l'ornière. Moi je suis d'accord. Nous avons vu la majorité, nous avons vu les opposants, nous avons vu les groupes religieux, nous avons vu les ambassades, toutes les ambassades, les institutions, l'aménagement, le MIS Sahel, tout ce que vous pouvez imaginer, je vous dis, j'ai des preuves, je peux les montrer, parce que nous, on ne prend pas de couverture médiatique tout le temps. Nous l'avons fait en tant que femmes, parce que nous sommes actrices de paix. Mais le problème qu'il y a, cette main tendue dont on parle, on l'a dit devant le président. Où est cette main tendue? Cette main tendue est loin du peuple. Et on a dit, Soumaïla nous a dit ce jour-là, celui qui est par terre, c'est difficile pour lui de donner sa main à celui qui est debout. C'est celui qui est debout qui prend la main de celui qui est en bas. Allez-y dire au président, s'il pense que nous sommes debout par terre aujourd'hui, qu'il vienne prendre notre main. Au-delà de cela, nous avons poussé, Soumaïla finalement est parti voir le président. Ils se sont mis d'accord sur le dialogue national inclusif.
Le dialogue a été mis en place. Et ce dialogue-là a été boudé par une grande majorité aussi des Maliens. Parce que les termes de référence et la destinée de ces conclusions n'étaient pas de l'assentiment des gens. Parce qu'il y avait aussi cette confiance, ce manque de confiance qui existait. Le dialogue, quand bien même nous avons tenu le dialogue, moi j'étais au dialogue. J'ai envoyé des délégués au dialogue. On a fait le dialogue. Les gens ont tout vidé. Ils ont vidé tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Quand les résultats sont sortis, le président a dit, je vous félicite, je vous remercie. Maintenant, on va marcher sur des rails. On va mettre en place un comité indépendant qui n'aura même pas un centime de perdième et qui va travailler pour la mise en œuvre. On va mettre le gouvernement au travail. Jusqu'aujourd'hui, ce comité-là n'existe pas. Vous pensez que c'est franc? Parce que la difficulté, c'est la franchise. Je passe sur beaucoup de choses. Quand même cette crise est née, le président, s'il vous plaît, le président, il a dit, oui, le président, l'autre là, il est là, je vois Suleiman en ligne, il va tout expliquer. Quand la crise est née, là aussi, il y a eu cette même tendue. Il a fallu la marche du 5 pour qu'il accepte, par exemple, d'appliquer la loi pour les enseignants. Vous vous imaginez des choses comme ça? Tant que les gens ne marchent pas, tant que les gens ne font pas de bruit, ça ne marche pas. Il a fallu tuer pour que le lendemain, il abroge le décret de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui encore, il veut qu'on tue pour que l'Assemblée soit dissoute. C'est des choses comme ça qui posent problème dans le pays. Comment avoir une table, on l'a souhaité, comment avoir aujourd'hui une plateforme, comme M. Gay l'a dit, une plateforme autour de cette plateforme dans laquelle on discute. Quand le M5, il va vous dire ce qui s'est passé avec lui et le M5, il n'a confiance à personne. On foule au pied la dignité de tout le monde. Et c'est ce qui amène la radicalisation, M. Gaye. Personne, ce pays-là, quand on voit le peste, toute la région, sous-région qui va s'embraser, on le sait, tout le monde le sait. Aidez-nous, aidez les chefs d'État là, qui vont venir, ou encore la CEDEAO, à ceux qui disent, qui nous accompagnent pour on pousse vraiment les dirigeants à se mettre. Pourquoi on fuit son peuple? Pourquoi fuir le peuple? Un peuple qui vous a élu, un peuple qui vous a mis sur ce fauteuil. Vous le négligez, vous le piétinez, vous n'avez aucun égard pour eux. Vous raboulez tout le monde. C'est ce qui amène la rancœur. Je vais laisser vraiment la place à Pauline, qui connaît très bien cette histoire-là et qui va vous dire tous les détails des revendications et les difficultés que nous avons aujourd'hui par rapport à tout ça. Quelque chose qu'on peut faire, qu'on pouvait faire sans bruit, pourquoi vous n'avez pas fait? C'est ce qu'on reproche aujourd'hui au président. Pourquoi il n'a pas adopté la loi sur zéro, qui est une loi, et il a dit on ne va pas violer la Constitution. Vous ne voulez pas violer la Constitution et vous voulez créer un Sénat de toutes pièces pour mettre ceux qui sont élus là, dans leur localité, ceux qui ont été spoliés de leurs droits, vous voulez les mettre dans un Sénat qui n'existe même pas. C'est tout ça. Nous sommes dans une dictature. C'est ça le problème. Je m'excuse de m'avoir enflammé comme ça, mais je vous dis, je suis société civile, je défends les intérêts des populations civiles. Merci beaucoup, Madame Doumbia, pour votre intervention. Elle a été vraiment très pertinente et nous renseigne beaucoup sur la profondeur et la complexité de cette situation. Monsieur Koné, vous nous recevez? Oui, je vous suis. Monsieur Koné, bonjour. Vous êtes membre du comité stratégique du M5 RFP. Alors, nous remarquons qu'au sein même du M5, il n'y a pas vraiment une cohésion très forte dans la mesure où nous avons remarqué au cours de ces 2 à 3 dernières semaines, parfois des changements de position, notamment par rapport au départ du président Keïta. Tantôt, le président Keïta ne devrait pas partir, tantôt il devrait. Alors, comment dans ce cadre trouver un terrain d'entente pour le dialogue entre vous et la mouvance présidentielle? Qu'est-ce qui explique cela? Pensez-vous que donc, au niveau tentative de dialogue entre vous et la mouvance présidentielle?
Merci. Je voudrais féliciter et remercier tout le monde, tous les panélistes. Et pour ma part, je voudrais sortir des clichés. Les clichés, ça concerne à dire que le M5, le Rassemblement des forces patriotiques, est un rassemblement hétéroclite, qu'il n'y a aucun lien entre eux, que les différentes personnalités se bagarrent au quotidien. Si tel était le cas, nous ne serions pas arrivés à mettre en place cette coalition nationale. Le M5 est une coalition nationale. Son objectif est de sauver le Mali. Sauver le Mali signifie qu'il faut rassembler l'ensemble des segments de la société malienne, l'ensemble des forces vives du Mali, sans toutes les sensibilités du Mali. Pour cela, il faut absolument de la droite à la gauche, et il fallait que nous arrivions à rassembler tout le monde. Si on arrivait à cet effort-là, vous comprendrez bien qu'il y a une intelligence derrière cette organisation, qu'il y a une pratique des uns et des autres derrière cette organisation, et que ce rassemblement, quoi qu'il large, a un minimum sur lequel il s'entend. Il s'entend sur sauver le Mali. Pourquoi sauver le Mali? Maman Koïté vous a beaucoup dit, et je pense que Serine Baye aussi a essayé de brosser un peu la situation du Mali. Nous partons de constats, de réalités vécues. Un, la corruption généralisée. Jamais dans ce pays, la corruption n'a été aussi généralisée en temps de guerre. Toutes les ressources de l'armée destinées à l'équipement de l'armée sont détournées par des gens que nous avons pu documenter, des généraux, des civils. Sauver le Mali, c'est mettre fin au péril qui guette l'unité nationale. Vous savez, chaque fois qu'il y a une crise politique au Mali, que l'État est tombé, ce qui a retenu le Mali, c'est cette idée que nous nous faisons du Mali. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, à ouest, que nous sommes une nation, que nous sommes un peuple, un but, une fois un but, etc. Donc, sauver le Mali, c'est sauver cette unité nationale que le pouvoir actuel a totalement mis en branle, en danger, pour la simple raison de confiscation du pouvoir, de conquête du pouvoir, de préservation du pouvoir. Le Nord a été totalement instrumentalisé parce que tout simplement, le pouvoir espérait sur les 100% dans les urnes pour sa réélection. Donc, les élections se sont passées dans le centre, dans le nord, à huis clos. C'est une rébellion armée qui a contrôlé du début à la fin les élections. Comme si cela ne suffisait pas, on est venu déstabiliser le centre en opposant les Dogons et les Peuls. Nous savons de façon documentée que les armes données aux milices des parts et d'autres sont traçables et viennent de l'armée malienne. Mais dans ces conditions, le seul lien qui nous reste, au-delà de l'effondrement de l'État, de la déconfiture de l'État, c'est notre unité nationale. N'importe quel peuple, devant ce drame, se serait levé, à se rassembler et agir. Nous ne nous comptons pas aujourd'hui, nous nous rassemblons. Nous ne voulons pas savoir qui est imam, qui est de quelle obédience religieuse, qui est de quelle idéologie politique, qui est de quelle obédience, et je ne sais quoi d'autre. Nous pensons que le Mali est en danger et qu'il faut sauver le Mali. Ici ajoute que ceux qui s'abritent aujourd'hui derrière la loi, les constitutions, ont constamment violé les mêmes lois, les mêmes constitutions. Je vous donne de façon anecdotique ce qui s'est passé. En 2016, lorsqu'il s'est agi d'aller aux municipales, aux élections municipales, un ministre de l'administration territoriale a abrogé par SMS, a fait appliquer par SMS
fait appliquer par SMS une loi déjà abrogée. Pour cela, la Cour suprême, il s'est trouvé une Cour suprême dans un avis qui disait que la nouvelle loi n'étant pas applicable, que le ministre pouvait se baser sur la loi abrogée pour organiser les élections municipales. Dans quel pays vous pouvez voir ça? D'autres choses que j'ajoute, la Cour constitutionnelle dont on parle le temps. Un premier ministre a écrit à la Cour constitutionnelle pour demander s'il était possible de proroger le mandat des députés. La Cour constitutionnelle répond que constitutionnellement, cela n'est pas possible. Une semaine après, le président de l'Assemblée nationale écrit à la même Cour constitutionnelle pour demander la prorogation des mandats des députés, et la Cour constitutionnelle, dans un avis, dit que cela est possible du point de vue de la Constitution. Alors, de quelle Constitution parle-t-on? De quelle loi on applique dans ce pays? Le président de la République lui-même n'a jamais publiquement, selon les termes de la Constitution, n'a jamais déclaré ses biens tels que la Constitution le lui impose. Mieux ou pire, le serment, il a sauté dans sa prestation de serment la partie concernant la protection de l'intégrité. Il n'a jamais voulu rectifier la prestation de ce serment. Voilà un ensemble de faits qui fait dire aux Maliens que la gouvernance actuelle les a trahis, que la gouvernance actuelle a trahi le pays, que la gouvernance actuelle n'a de souci que de s'enrichir au mieux, opérer à la partition du pays. Mais il y a un accord qui a été signé, dont tout le monde parle. Mais de quel côté, pourquoi le gouvernement du Mali n'a jamais voulu appliquer cet accord? N'a jamais voulu associer les Maliens à l'application de cet accord. Vous avez eu une conférence d'entente nationale. Après la conférence d'entente nationale, le président de la République prend les résolutions pour dire oui, telle résolution, je ne l'applique pas parce que ça ne va pas dans le sens, alors que les Maliens s'étaient de bonne foi rassemblés pour décider ce qu'il y a de meilleur pour leur pays. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons. Vous nous recevez? Donc, oui, nous recevons. Il y a eu le fameux dialogue national inclusif. Ce dialogue national, l'opposition l'a boycotté parce qu'il n'offrait aucune perspective quant aux engagements pris après. Parce que nous avions dit que le dialogue devait être autonome et qu'il fallait mettre un certain nombre de mécanismes pour que l'application des résolutions du dialogue ne dépende pas du gouvernement, même du président de la République. Ils ont refusé. Quand bien même ils ont fait le dialogue, c'est après la marche, le rassemblement du 5, que le gouvernement a tout simplement fait semblant de mettre en place un comité de suivi. Donc, un ensemble de faux fuyants ont fait semblant dans ce pays d'avancer, mais la réalité du pouvoir reste dans la famille de Ibeka. C'est lui qui décide, rien ne se fait dans les institutions. Alors, aujourd'hui, on s'abrite derrière les institutions pour dire que le président de la République doit rester parce que c'est la clé de voûte. Alors que pendant 7 ans, ce même président a allègrement violé l'ensemble des dispositions constitutionnelles, sa pratique politique, sa pratique administrative n'a été que de l'informel et tout se décide en dehors des structures de l'État et s'impose aux agents de l'État. Voilà la dimension de la crise malienne. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour dire qu'il faut mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, la seule chose qui s'impose aujourd'hui, c'est de demander la démission du président de la République pour 2 raisons. Non seulement pour tout ce que je viens de dire, mais ici ajoute que le président de la République aujourd'hui est physiquement et intellectuellement totalement diminué, tout le monde le sait, et il ne peut plus, dans ce contexte de crise qui frappe le Mali,
il ne peut plus continuer à diriger le pays. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons, devant la pression de la communauté internationale et même certains de nos partenaires à l'interne, nous avons dit, puisqu'il en est ainsi, nous pouvons descendre d'un cran. Oui, il peut rester, mais nous allons mettre en place un gouvernement, un premier ministre d'abord, un premier ministre qui décide du sort du pays, avec une équipe bien sûr. Le premier ministre sera certainement sur le plan formel nommé par lui, mais il détiendra l'essentiel du pouvoir et sinon l'ensemble du pouvoir dans le pays. La dissolution de l'Assemblée nationale, je pense, tombe sous le sens pour la simple raison que si la Cour constitutionnelle est tant décriée, c'est parce qu'on ne peut pas s'arrêter seulement au second tour des élections. Il y a eu, depuis la présélection des candidats, depuis le premier tour, il y a eu des cas où la violation de la loi était manifeste, y compris par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui que ce soit 31 députés seulement dont le sort va être réglé et ne pas tenir compte de toutes les irrégularités que le processus électoral a entamé. Cela est une injustice. Qui plus est, la solution proposée par la CEDEAO, qui semble-t-il est venue pour défendre la Constitution, viole la Constitution malienne. Toutes les propositions dans ce sens de la CEDEAO violent la Constitution malienne. Alors, on se réfère à quoi? Nous, au Mali aujourd'hui, sur les 8 institutions de la République constitutionnellement reconnues, il n'y a que 7 ne marchent pas. La Cour constitutionnelle, vous le savez. L'Assemblée nationale, vous le savez. La Cour suprême, ça fait 2 ans, n'a pas de président. Il n'y a que le Haut Conseil des collectivités. Depuis 5 ans, son mandat est terminé. Depuis 5 ans. Le président de la République, tout le monde sait, il a été battu à plate couture dans les urnes par Soumaïla Cissé. Tout le monde le sait. Personne n'en parle. Il y a une opération sur ça. Et nos voisins, comme la communauté internationale, ils ont reconnu la victoire de Ibeka avant même que la Cour constitutionnelle ne statue sur les résultats définitifs. Vous nous parlez de quel droit, de quelle loi, de quelle constitution dans ce cas? Voilà la situation dans laquelle le Mali se trouve. Alors, il n'y a que le Conseil économique et social dans ce pays qui tient son rôle. Toutes les autres institutions sont en vacances, y compris la présidente de la République. Aucun président du monde, aucun président du Mali n'a autant voyagé, laissé son pays dans une situation de crise que Ibeka. Tout ceci, les Maliens l'ont accepté au nom de la paix, au nom de la stabilité. Mais de quelle stabilité parle-t-on? 7 ans, 6 premiers ministres, 6 chefs d'état-major des armées, 6 ministres de la Défense, 6 ministres de l'économie, 6 ministres des Affaires étrangères, 6 ministres de l'administration territoriale. Nous sommes en guerre. Vous parlez de stabilité. De quelle stabilité parle-t-on dans ce pays? Quel projet structurant on peut faire avec une telle gouvernance? Voilà le problème des Maliens. On parle de stabilité. Toute l'administration aujourd'hui est totalement patrimonialisée avec des réseaux qui décident en dehors, qui n'ont que des intérêts et qui s'imposent à l'État. Nous l'avons pendant 7 ans dénoncé. Nous nous sommes déplacés par moments pour voir nos voisins, nos amis, nos camarades, pour leur dire faites attention, ce qui nous arrive est grave et ça va déborder sur nous. Ça n'a pas manqué pour le Burkina, ça n'a pas manqué pour le Niger. Personne ne nous a entendus. On a pensé que c'est des propos d'opposants, que parce que tout simplement, quand on est dans notre position, on n'a que cette posture. Et pourtant, tout ce que nous avons dit était documenté. Les premières tueries ont commencé par les élus de l'opposition, que ce soit au centre, que ce soit au nord.
C'est les groupes armés qui décident qui peut être candidat, qui peut ne pas être candidat. L'enlèvement du Soumaïla Cissé l'atteste éloquemment. Et nous pensons, ça c'est une parenthèse, ce n'est même pas une parenthèse, ça fait partie de la crise malienne. Tant que Soumaïla Cissé n'est pas libéré, vous ne pouvez pas penser que ce pays va se stabiliser. Il faut qu'on sache sur la vérité que l'enlèvement de Soumaïla Cissé, sa destination, qui l'a enlevé, pour quelles raisons et que veulent-ils? À ce jour, personne ne le sait. Et chaque fois que le président de la République sort, il dit il est en vie, on sait où il est en bonne santé. Et qu'est-ce qui manque pour qu'il retourne? Malgré les résolutions de la CEDEAO, malgré les interventions des pays amis qui nous entourent. Parce que tout simplement, il y a derrière tout ça un plan de succession dynastique. Le président de la République veut se faire succéder par son fils. C'est ce qui nous a amené à ce bricolage institutionnel, à la violation de son serment en ce qui concerne la défense, la protection de la loi. Parce que tout simplement, ce qu'on a repêché illégalement par la Cour constitutionnelle pour être président de l'Assemblée nationale est un dispositif clé dans ce plan de succession familiale. Mais les Maliens vivent tout ça, ils savent tout ça. On les a appauvris dans ce seul objectif. On a pris l'argent public dans ce seul objectif. C'est une équipe identifiée par les Maliens, composée des jeunes où ils ont 2, 3, 4 nationalités. Ils viennent prendre les ressources nationales pour aller investir dans d'autres pays d'où ils viennent, dont ils disposent de la nationalité. Ça aussi, ça fait partie de la crise. Les Maliens le voient, ils le disent, ils le sentent. Et ils s'opposent à ça. Ils s'opposeront à ça. Pour donner le pouvoir à quelqu'un, il faut en avoir. Donc, ils ne veulent plus que Ibeka les dirige. Voilà les raisons pour lesquelles ils imposent son départ. Si la CEDEAO, demain, n'arrive pas à comprendre cette profondeur de la crise, si elle se maintient au niveau formel, tout simplement parce qu'il y a une constitution, il doit y avoir un président, une assemblée nationale, elle serait passée à côté de la crise malienne. J'ai dit aux gens, si par extraordinaire, aujourd'hui, le M5 se retire, reconnaît sa défaite, s'assoit à la pour dire nous ne parlerons plus du Mali. On laisse le Mali à ce que la communauté internationale veut qu'il gère le pays. Si c'est le cas, on aura réglé quel problème du Mali? Dans un an, Bamako sera pris. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, entre Bamako et Ségou, des cars sont régulièrement attaqués, rançonnés, pillés. La région de Ségou, il ne reste de la région de Ségou, il ne reste que la ville de Ségou. Alors, vous demandez aux Maliens de s'asseoir, de regarder au pouvoir, de laisser faire celui qui est responsable de tout cela. Parce que tout simplement, il y a une constitution. Parce que tout simplement, on dit qu'il a été élu et dans quelles conditions? Mais qui ne le sait pas? Celui que vous vous présentez aujourd'hui comme la figure emblématique de la révolte, mais c'est lui qui a fait élire Ibeka, qu'on le veuille ou non, en 2013. Il a transformé les mosquées en QG de campagne. Où étiez-vous, tous ceux qui pensent que le Mali est menacé de djihadisme? Et pourtant, vous soutenez aujourd'hui. Monsieur Koné? Monsieur Koné? C'est lui qui l'a élu sur un programme laïque. Excusez-moi, Monsieur Koné. Oui, je vous entends. Oui, excusez-moi, on est vous m'entendez? Oui, je vous reçois, mais on a quelques contraintes de temps. Donc, nous aimerions aussi que nos discutants puissent rebondir sur l'intervention, ainsi que les interventions du docteur Salim Babagay et Mme Doumbia. Oui, je vous entends mal. Nous avons bien compris votre motivation
Et nous comprenons donc à travers votre intervention que la réclamation du départ du président Keïta est maintenue et que vous formulez vraiment des demandes par rapport à une refonte totale des institutions. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Nous allons donner maintenant la parole à un de nos discutants, Monsieur Ousmane Traoré, qui est membre de la société civile malienne, qui est social media manager aussi. Monsieur Traoré, bonjour. 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 Alors, vous avez raté le début des interventions, mais je pense qu'avec celle de Monsieur Koné, vous avez un peu saisi la quintessence des échanges. Et nous aimerions connaître un peu, vous, votre position en tant que jeune. Comment les jeunes Maliens perçoivent la situation actuellement et pensent-ils que donc, le départ du président Keïta serait une solution actuellement et quelles sont pour vous les pistes de solutions que l'on pourrait mettre en œuvre pour avoir un dialogue effectif afin de remédier à cette situation de crise que l'on observe au Mali. OK. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour l'opportunité. Moi, mon exposé va porter sur deux choses. Parce que s'il y a une chose qui fait unanimité au Mali aujourd'hui, que ce soit au niveau de la classe dirigeante, de l'opposition des jeunes, c'est de dire que le président Ibrahim Boubacar Keïta a failli à sa mission. Ça, on est d'accord, c'est indiscutable. Mais il y a d'autres questions qu'il faut se poser aussi. Même par exemple, quand on prend le mouvement du 5 juin, ben, est-ce que c'est... Parce que les gens dans les rues se posent aussi des questions. Est-ce que c'est totalement représentatif? Parce que les gens qu'on a vus dans la rue, c'est 20 000, 10 000 personnes à chaque fois qu'ils sortent. Et dans certaines régions, les gens sont sortis. Mais le Mali compte plusieurs autres régions. On n'a pas vu de mouvement là-bas aussi. Pour dire que oui, les doléances sont légitimes, les doléances du mouvement sont légitimes, le mouvement aussi, mais est-ce que ça représente tous les Mali? Parce qu'il y a une masse silencieuse qui est toujours là, qui ne se prononce pas sur la question qui se pose au Mali. Donc ça, je pense que ça, c'est très important et il faut prendre en compte. Nous, on espérait qu'avec la CEDEAO ou même avec le M5, le mouvement du 5 juin, qu'il y ait par exemple une consultation pour savoir ce que les jeunes pensent réellement. Parce que dans les rues, ce n'est pas tout le monde qui veut forcément le départ du président actuel. Donc là, c'est un point qui est assez important. On peut douter, oui, de la légitimité du président parce qu'il a failli à sa mission. Allô, Monsieur Traoré, nous ne vous entendons plus. OK. On peut se poser aussi la question sur la légitimité du mouvement du 5 juin. Et ce qui est regrettable, moi, à mon avis, c'est que tout mouvement de protestation qui voit le jour dans les pays comme le nôtre, surtout en Afrique, où on sait que le pouvoir est monopolisé généralement par la classe dirigeante, où l'opposition n'a pas cette force, c'est de voir que tout mouvement de protestation se transforme en mouvement pour acquérir le pouvoir, en fait. Moi, à mon entendement, le mouvement du 5 juin devrait rester un mouvement de protestation et de contestation pour prévenir les différents écarts du gouvernement dans les jours à venir et de bien préparer les élections prochaines. Parce que si on demande aujourd'hui la démission du président, n'importe qui demain, que ce soit au Mali ou dans n'importe quel autre pays d'Afrique qui parvient à faire sortir la masse, pourra demander la démission du président de la République. On ne peut pas se baser sur le fait que le président a violé la Constitution, que nous aussi, on va violer cette même Constitution pour faire venir un nouveau dirigeant. L'autre truc qui est important aussi, c'est qu'on a constaté depuis le début des contestations, c'est qu'à part la démission du président, la dissolution de la Cour constitutionnelle, le fait de revenir sur les élections législatives et tout, il n'y a pas cette offre politique que nous voyons. Il n'y a pas d'autre solution que le M5 propose. C'est ce que nous attendons en fait. Des solutions concrètes de sortie de crise. Parce qu'on est tous d'accord que faire démissionner un président, ça ne va pas résoudre les problèmes du Mali. Ça, on est tous d'accord. Besoin de solutions concrètes. Nous-mêmes Maliens qui sommes là, nous sommes perdus. Parce que le président est campé d'un côté, le mouvement est campé d'un autre côté. Il y a la grande majorité de la population ici qui est là, qui ne dit rien. Et cette majorité de la population, sa voix aussi compte. Et qu'est-ce qu'il fait faire aujourd'hui?
si chacun reste campé sur sa position, c'est pas bien. Pourtant, le pays souffre. Quand les protestations et autres choses commencent, c'est pas forcément le président qui est touché, mais c'est les populations aussi qui souffrent. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il serait temps que le président, ses conseillers et tous les Maliens s'accordent à tomber d'accord sur certaines choses. On ne peut pas arriver à développer les pays ou bien à avancer à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui par la seule démission du président. Il y a beaucoup de choses à remettre en question. Si on fait démissionner le président aujourd'hui, qu'on organise les élections, ben, s'il y a d'autres personnes qui sortent à nouveau pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, on va faire démissionner ces mêmes présidents aussi. Par contre, si le mouvement était là, parce que le mouvement, on dit que le mouvement va perdre. Moi, je ne suis pas d'accord. Le mouvement a déjà gagné. Il a gagné le problème de la grève des enseignants. La Cour constitutionnelle, c'est un acquis. L'Assemblée nationale aussi, ce serait un acquis. Je pense que ce sont des acquis déjà que le mouvement a, sur lesquels ils peuvent se vanter. Ce sont des acquis sur lesquels ils peuvent se projeter sur le long terme. Même si on organise les élections aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sortent dans les rues, qui vont prendre les 2000 francs encore pour voter, même si Ibeka se présente à nouveau, qui vont voter pour Ibeka. Parce que les jeunes ont besoin d'éducation politique. Les citoyens ont besoin d'avoir des connaissances sur la politique, sur la vie. Tous les mots que les Mali connaissent aujourd'hui, ce n'est pas la faute seule de Ibeka, c'est la société civile, c'est la classe dirigeante, c'est nous, c'est vous. Donc, que chacun s'assume, que chacun comprenne qu'il a une part de responsabilité, que ce n'est pas le président seul. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer en faisant des concessions pour permettre à tout un chacun de bien parer les élections de 2023. Je pense que le mouvement a intérêt à ne pas s'arrêter sur la seule démission du président. Il y a beaucoup d'autres pistes qui peuvent améliorer, qu'ils peuvent explorer pour que les élections de 2023, qu'il n'y ait pas de cas de fraude, que les citoyens sachent comment voter, pourquoi voter, pour qui voter. Parce qu'on parle aussi de l'élection du président. L'imam qui est à la tête du mouvement, c'est eux aussi qui ont poussé les citoyens à voter pour le président. Est-ce que c'est normal? C'est discutable. Mais je pense que dans une démocratie, l'idéal serait d'informer les citoyens pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes de façon consciencieuse le président qui serait à la tête de leur pays. Pas de tout le temps sortir, dire allez-y voter pour un tel. Donc je pense qu'il y a tous ces problèmes que les M5 et le président de la République ne voient pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, chacun est campé sur sa position, sur ses propres intérêts, mais franchement, moi je pense que personne ne pense vraiment au peuple malien. Sinon, on parle de Soumaïla Cissé aujourd'hui. Ben, il y a des déplacés maliens qui sont là à Bamako. On n'a vu aucun de ces partis politiques, aucun de ces leaders sortir pour les venir en aide. Il y a des gens qui sont tués dans les villages. À tout le temps, même récemment, il y a des gens qui sont morts dans les villages. On n'a jamais vu personne sortir pour processer ou faire le deuil ou faire des manifestations. Ce n'est pas aujourd'hui on va se lever et dire oui, le président, il doit démissionner. Mais il y a quelle preuve, il y a quelle légitimité, il y a quelle statistique, quelle donnée montre que ce mouvement, la démission du président est la volonté réelle du peuple malien? Dans quel pourcentage? Donc, je pense qu'on doit faire des concessions, mais on doit aussi préserver et respecter la Constitution. Parce que si disons que le président démissionne aujourd'hui au Mali, ben, en Côte d'Ivoire, en Guinée, si quelqu'un sort et fait sortir 30 000, 20 000 personnes dans la rue pour demander la démission du président, est-ce qu'il va démissionner? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un bon exemple pour les années à venir, pour le futur même du Mali? On est d'accord que ça ne marche pas, mais quand ça ne marche pas, je ne pense pas qu'il faille être aussi catégorique. Je pense qu'il faut apprendre à faire des concessions et à penser au long terme. Les problèmes que connaissent le Mali aujourd'hui sont si profonds que faire démissionner le président et faire venir une autre personne ne va pas résoudre le problème. Mais par contre, mettre des pistes qui peuvent permettre aux gens de prendre conscience des lacunes, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui et aller vers un changement et une révolution progressivement. Il serait important que les mouvements de protestation en Afrique prennent exemple, par exemple, sur les gilets jaunes en France. Le mouvement de protestation est là, ils ont l'air d'alliance, mais sans aucune prétention de vouloir prendre le pouvoir et de contrôler et de diriger le pays. Je pense que ça serait un parfait exemple si le mouvement restait comme ça et à chaque fois qu'il y a des dérives, sortir dans les rues pour protester. Là, c'est important pour faire comprendre aux politiciens les vraies
doléances, les vraies aspirations du peuple. Moi, je pense que c'est ça dont le Mali a besoin aujourd'hui. Mais le mouvement a déjà montré ses preuves par la résolution de la crise scolaire déjà. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est déjà un acquis. Donc, je pense que c'est le meilleur exemple. C'est là, je sais pas, j'ai pas de solution toute faite, mais ça, c'est ce que je pense. Et si on peut dire qu'est-ce que la jeunesse malienne pense, la jeunesse malienne souffre. Parce qu'il y a une partie qui ne se retrouve pas ni chez le président, ni chez le mouvement. Ça, il faut le dire, même s'il souffre. D'accord. Parce que cette situation nous dessert tous. Monsieur Traoré, vous me recevez? Oui, oui. D'accord. Il y a Monsieur Koné qui souhaiterait rebondir par rapport à votre intervention. On va lui donner la parole. D'accord. Monsieur Koné? Monsieur Koné, vous êtes là? Monsieur Koné, vous nous recevez? Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons, oui. Oui, donc j'ai bien écouté le jeune Traoré. Je suis un peu dubitatif parce que ceux qui mènent ce mouvement sont des jeunes. Ce mouvement est à 90% jeunes, sinon plus. Ce sont les jeunes qui sont dans la rue. Ce sont les jeunes qui s'interrogent sur l'avenir de leur pays. Ce sont les jeunes qui veulent défendre leur pays. La majorité est silencieuse. Ça, c'est le refuge de tous ceux qui défendent le pouvoir. C'est ce que j'ai dit. À part 2 ou 3 organisations, le M5, les femmes leaders, la magistrature, tous ceux qui ont défilé devant la commission de la CEDEAO, la mission de la CEDEAO, mais sont les soutiens traditionnels du pouvoir, qu'ils soient d'accord avec les résolutions de la CEDEAO. Cela se comprend parce que la CEDEAO n'a repris que le terme du dernier discours d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, il est faux de penser que les jeunes sont à l'écart de ce mouvement. Pour tout dire, il est faux de penser que le M5 n'a pas de proposition alternative. Est-ce que M. Traoré a seulement lu le mémorandum qui a été rejeté de revers de main du M5 par le président de la République? Justement, lorsqu'à un moment donné, nous avons dit il peut rester, mais fêter les chrysanthèmes. Mais il faut un premier ministre qui détienne la réalité du pouvoir et un gouvernement qui détient la réalité du pouvoir. Ça, c'est une proposition alternative pour ceux qui veulent tout simplement l'aspect formel des constitutions. Mais il est impensable aujourd'hui que IVK, doté des pouvoirs tels que la Constitution le lui donne, peut faire avancer le Mali, dans quelque sens que ce soit. Et je reviens toujours aux actes de violence. Soumaïla Cissé, c'est la deuxième personnalité politique du pays. C'est comme si vous dites, le président de la République a disparu, et on ne parle que de lui, on ne parle pas des morts. C'est vrai, nous sommes à plus de 10 000 morts aujourd'hui dans le conflit malien. C'est quotidien, c'est même banalisé. Mais toutes les fois qu'il y a eu l'opposition s'est manifestée. Souvent, c'est parce que nous sommes allés voir dans tel ou tel village, c'est parce que nous avons vu tel ou tel camp de réfugiés que le pouvoir se précipite pour aller faire comme nous. Et s'y ajoute que les violences, mais elles sont organisées par le pouvoir. C'est ce que je vous dis. Nous savons jusque dans les trucs des armes d'où elles proviennent, de quel stock elles proviennent, pour être données aux milices. Mais nous l'avons toujours dit, si le gouvernement n'est pas d'accord, pourquoi il n'intente pas de procès contre nous? D'accord. Monsieur Koné. Les détournements. Oui. Monsieur Koné. Oui, oui. Oui. Vous m'entendez? On a un peu, oui, on vous reçoit, mais nous avons des contraintes de temps. Il y a Madame Doumbia qui veut rebondir
Et nous avons invité aussi M. Abdourahmane Silla de la majorité présidentielle, mais il n'est pas encore connecté. Et il y a M. Alintine également qui doit participer à ce webinaire. Donc, nous avons entendu votre position par rapport à l'intervention de M. Traoré et nous allons donner la parole à Mme Doumbia pour qu'elle puisse répondre. Oui, merci beaucoup Fatou. Je voulais juste rebondir sur les propos tenus par les jeunes. Je pense que Koné a déjà pris en charge une partie pour dire que c'est les jeunes qui sont dans les rues, c'est les jeunes qui sont dans les manifestations et dans les marches et meetings, etc. Pour ce qui concerne le problème de l'imam, je pense qu'il faut qu'on contrôle bien ce que nous sommes en train de dire. Hier, en 2013, c'est l'imam et tous ces acolytes de religieux qui ont soutenu Ibeka. Mais en 2018, nous sommes des Maliens quand même, et il faut être honnête, que l'imam a déclaré solennellement qu'il ne soutiendra jamais Ibeka, compte tenu du fait qu'il a trahi tout ce qu'il y avait comme pacte entre eux. Je ne peux pas me mettre sur tous les pactes qui sont signés, mais il a mis en avant quand même le respect de tous les engagements qu'il avait pris par rapport au peuple. Je ne suis pas là pour le défendre, mais il l'a dit solennellement à la télé. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pour les jeunes. Et vous l'avez dit, vous avez fait votre mea culpa. C'est vous qui prenez les 2000 francs. C'est vous qui prenez les 5 ou 10 litres d'essence pour les mettre dans vos motos pour circuler. Et je pense que la balle vous revient à vous. Et si vous dites qu'il faut attendre 2013, quel est le système qui va organiser les élections de 2013? C'est ça le premier. Je vous pose la question et je vous demande d'y réfléchir. Le dernier point, c'est par rapport à M. Koné. M. Koné, nous ne sommes pas venus au M5 pour être dans le système, dans le mouvement. Nous ne sommes pas allés à la majorité présidentielle pour être dans leur tendance. Nous avons joué le rôle médiane. Jusqu'à aujourd'hui, nous allons continuer à jouer ce rôle médiane. Ce que nous avons dit devant le CEDEAO, si tu veux chercher les sources d'information ou va chercher le lien, vous allez vous rendre compte que ce que nous avons dit, il y a plein de gens qui ne l'ont pas dit devant la CEDEAO. Et le dernier problème que je voulais vous dire, c'est que ce combat que nous sommes en train de mener, nous le menons en tant que composante féminine de la société civile et distincte de tout pouvoir et de tout mouvement. Et nous le faisons avec toute conscience humaine. Ce que vous avez dit, je pense que vous avez raté la première partie de mon intervention parce que vous n'étiez pas connecté. Ce que vous dites sur Soumaïla, ce que vous dites sur tout ce qui se passe là, moi je l'ai dit avant vous. J'ai parlé de la corruption généralisée. Quand on va acheter des chaussettes à 25 000 francs, quand on va acheter des vaches à 3 millions pour les donner aux militaires, etc., etc. Quand on va acheter un avion de 20 millions, souvent on dit 19 millions, souvent on dit 9 millions, on ne sait pas. Quand on va acheter des blindés cartons, je l'ai dit devant qui que ce soit, quand je vais parler aussi des élections truquées, depuis le premier tour et le deuxième tour, ce n'est pas vous, M. Koné, qui vont faire dire ça. Je l'ai dit en toute conscience parce que je suis de la société civile. J'ai une autre vision des choses. Aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on est prêts à accompagner quiconque voudrait le bonheur du peuple malien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Doumbia. Oui, M. Traoré, vous voulez apporter quelques éclaircissements? Oui, par exemple, par rapport à ce que Mme Doumbia a dit, pour les élections, on sait que l'une des manières de lutter contre la fraude électorale, c'est le fait que les citoyens sortent massivement pour aller voter. Même si le président démissionne aujourd'hui et qu'on organise d'autres élections, le même scénario va se répéter. Je l'ai dit, la solution à la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'éducation. Ce n'est pas forcément la démission du président. Oui, il y a des jeunes qui sont représentatifs dans le mouvement, il y a des jeunes qui y sont. Les revendications sont tant légitimes que tout le monde se reconnaît dans le mouvement du 15 juin aujourd'hui, du 5 juin aujourd'hui. Parce que les revendications sont légitimes, mais la manière et les doléances, on n'est pas tous d'accord avec ça. Je suis désolé. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'à la tête du mouvement, on a des politiciens qui sont là depuis 1991. Qui n'ont presque jamais rien fait de mémorable, de remarquable pour les pays qui sont à la tête des mouvements aujourd'hui et qui prétendent vouloir sauver le Mali alors qu'ils ont tous eu l'opportunité à un moment ou à un autre de faire quelque chose pour le Mali. Ça, ce n'est pas des jeunes. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a une frange majorité de la population malienne qui est là, qui est aussi dans les brousses, dans les régions qui ne se reconnaissent pas.
mais qui se reconnaissent dans les doléances, je fais la nuance, mais qui ne sont pas forcément pour la démission du président. Et je pense que oui, dans les mémorandums, je l'ai lu, mais je ne vois pas, par exemple, par rapport à la crise sécuritaire du Mali, je ne vois pas de solution. Un premier ministre plein pouvoir, mais oui, qui va appliquer quelle politique pour le Mali, pour l'éducation, pour la sécurité, pour la santé, pour les entreprises, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Quelle est l'offre politique du mouvement? Quelle est leur solution? C'est ce que nous voulons savoir, en fait. Merci. Merci beaucoup. Docteur Gaye, vous voulez réagir par rapport aux interventions? Docteur Gaye, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, moi je propose, comme on n'a pas suffisamment de temps, il faut laisser la parole aux autres de s'exprimer. Ensuite, moi je prends la parole. D'accord, merci. Parler. Je pense qu'il faut donner la parole aux autres qui s'expriment et ensuite moi je vais prendre la parole après. Merci beaucoup. Je propose également maîtriser le temps. Il faut maîtriser le temps, sinon on ne pourra pas terminer la discussion. D'accord, docteur. Après, je vais intervenir. Merci. Alors, Monsieur Ting, vous êtes là, vous nous entendez? Monsieur Ting, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, nous vous recevons. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier, vous, Fatou, d'avoir fait la modération de ce Zoom. Remercier Mama Keïta, remercier mon cher ami Serigne Bamba Gaye, Souleymane Koné et le jeune Ousmane Traoré. Moi, je pense que le problème que nous avons actuellement quand nous regardons le Mali et le diagnostic qui est fait par tout le monde, le Mali est une espèce de miroir des pathologies qui minent profondément notre sous-région. Mais il y a une spécificité au Mali. Le Mali est en guerre. Le Mali a des problèmes de sécurité qui sont des problèmes extrêmement sérieux. Ça veut dire la dégradation de la sécurité au Mali, c'est quotidien. C'est au jour le jour. Et nous avons effectivement des menaces qui sont là, qui sont extrêmement profondes, avec des groupes qui sont là et qui regardent. Quand un pays est faible, qui n'a pas d'institution, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'institution qui fonctionne au Mali. Et effectivement, quand le pays s'enfonce, effectivement, ces groupes se lèvent et profitent de l'occasion. C'est des groupes extrêmement opportunistes. Le Mali est dans une situation humanitaire aussi qui est extrêmement grave. Il y a plus de 200 000 élèves qui ne sont pas à l'école, les écoles ferment. Il y a les personnes déplacées, il y a les réfugiés. Donc, face à cette situation, ça veut dire qu'on oublie que le Mali est dans un pays, est en conflit, et on oublie que le Mali n'a pas d'institution, n'a pas de gouvernement depuis quelque temps. Alors, il me semble que tout le monde doit prendre conscience que nous avons une situation extrêmement grave, et peut-être cette impasse peut être une nouvelle opportunité pour tout le monde. C'est une nouvelle opportunité pour construire le monde de demain. Mais dans quel contexte, dans quel cadre? Je pense que là aussi, Serigne Bamba Gaye l'a dit, comment faire bouger les lignes? Comment trouver des solutions de sortie de crise concrètes? Les autres l'ont dit. Et Souleymane Koné, autant Serigne Bamba Gaye, ils ont amorcé effectivement des solutions de sortie de crise. Ça veut dire, et Bamba a raison, comment créer un cadre qui unisse l'ensemble des Maliens pour dire, écoutez, voilà, la crise, elle est profonde, la crise, elle s'est inscrite dans la durée, comme la plupart de nos pays de la CEDEAO. Alors, quel contexte nous pouvons créer pour voir comment réfléchir et trouver les solutions? Mama Keïta a raison, ça veut dire que nous avons l'habitude, si vous voulez, de la régulation par la catastrophe. Ça veut dire qu'on commence à bouger, les institutions commencent à bouger quand effectivement nous sommes dans des situations où on touche le fond. Comment procéder à des régulations qui sont des régulations pacifiques? Et ça demande effectivement qu'on ait des institutions fortes, des institutions indépendantes. La question de la gouvernance qui est citée, c'est une question réelle. Au Mali, vraiment, on a touché le fond sur ces questions-là. Mais est-ce que c'est par, si vous voulez, ce que j'appelle
l'escalade, la surenchère qu'on peut régler le problème. Comment procéder à des situations de désescalade pour faire véritablement bouger les lignes? La CEDEAO a tenté, mais qu'est-ce que la CEDEAO n'a pas touché qui permette aux Maliens de se dire, écoutez, voilà, maintenant, on s'assoit, maintenant, voilà la situation qui nous permet demain de refonder, de créer les conditions d'une refondation du Mali. Parce que c'est ça que demande le M5. Mais on ne peut pas, est-ce que c'est en disant c'est la démission, d'autres qui disent qu'on ne démissionne pas. On est au-delà aujourd'hui des questions concernant les constitutions, les institutions, qui sont tous en bas, qui ne fonctionnent plus. Alors maintenant, comment travailler, réfléchir, parce que la réflexion, elle est extrêmement importante. Le temps de la réflexion, c'est en réalité, c'est ce temps-là. Le moment de la réflexion, comment on dit, le contexte de la réflexion, les conditions qui permettent à la réflexion vraiment aujourd'hui de rebâtir sur ça. C'est avec les capacités de résilience et de rebondissement réel de l'État, parce que l'État est par terre. Donc, il me semble que c'est ça, ce sont là les questions. Et les questions, là, quand les chefs d'État viennent et qu'on continue à dire, à être dans le dialogue de sourds, on est dans un dialogue de sourds. Et il faut sortir de ce dialogue de sourds. Il faut sortir de cette impasse. Si on s'enfonce dans l'impasse, ça va être le chaos. Je pense que la solution du pire, c'est la solution qu'il faut éviter coûte que coûte, par toutes les parties. Et il faut que la société civile joue son rôle réel pour qu'on sorte de la solution du pire qui va nous mener au chaos, qui va nous mener à la catastrophe sur le plan régional. Je suis totalement d'accord avec Bamba Gaye. Nous sommes dans une crise régionale et nous sommes dans une véritable menace régionale si on n'a pas de solution de sortie de crise. Et ça, là, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on le trouve avec les chefs d'État dans le cadre de la situation actuelle. Comment améliorer les choses sans tout casser? Je pense que c'est ça. Et il me semble effectivement qu'il y a des voies de réflexion qui sont dégagées, qui ne sont pas minces par le M5. Mais il faut que le M5 ait la capacité aussi d'une écoute des autres. Ce que Ousmane Traoré dit n'est pas toujours faux, mais il me semble que ce son de cloche, ce bruit de fond, il ne faut pas tout simplement le balayer par le revers de la main. Et il me semble que du côté du pouvoir aussi, il faut que les gens se disent, tiens, ce que les gens ont dit, ça veut dire le diagnostic profond qui a été fait, mais c'est un diagnostic qui est bon. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'on crée une situation pour qu'après le diagnostic, qu'il y ait un traitement qui soit consensuel, qui soit collectif pour sortir le Mali du guêpier. La situation de Soumaïla Traoré, mais c'est une situation réelle, parce que quand même, c'est quand même la deuxième personnalité politique de ce pays. Et Soumaïla, on le connaît, on connaît ce qu'il c'est. Il faut régler cette question. C'est-à-dire que collectivement, les chefs d'État doivent effectivement toucher cette question aussi du doigt pour qu'on essaye de trouver la solution dans les meilleurs délais. Donc, moi, ce que j'attends de votre côté aujourd'hui, que ce soit Maman, que ce soit Souleymane, que ce soit Ousmane, c'est de dire, bon, voilà, si on touche là, ça veut dire la question qui est la question, si vous voulez, de la présidence de la République. Tout le monde sait que c'est faible, ça ne va pas. Maintenant, le Premier ministre, comment dégager un Premier ministre consensuel? Quel profil? Comment ça va se faire? La question de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut aller effectivement vers une dissolution de l'Assemblée nationale et aller vers des élections ou une dissolution partielle? Comment il faut le faire? Quand il faut le faire? Je pense qu'il faut le toucher là. La question du Conseil constitutionnel. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, toutes ces questions qui sont des questions contentieuses, comment on peut avoir des consensus sur ces questions pour faire bouger les lignes et que les gens s'assoient maintenant et procèdent à une réflexion profonde qui permette de refonder le Mali sur une base consensuelle, sur la base d'une réflexion collective. Mais il me semble que ça, il faut le faire vite. Il faut le faire vite. On ne peut pas continuer à ne pas avoir de gouvernement au Mali. Ce n'est pas bon. Toutes les forces opportunistes vont profiter de l'occasion pour dire, tiens, le moment est bon. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'aucun État ne va accepter qu'il y ait un débordement. Donc, c'est pour la première fois d'ailleurs qu'on voit autant de chefs d'État se dire, écoutez, on va aller au Mali pour voir comment on va trouver une solution ensemble. C'est unique. Et il me semble qu'il ne faut pas négliger aussi ces efforts de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas lâché.
De mon point de vue, pour la première fois, moi, j'enlève mon chapeau à la CEDEAO. J'ai beaucoup travaillé avec eux, je les ai beaucoup critiqués. Nous allons sortir, effectivement, bientôt un rapport sur les pathologies qui minent la sous-région, que ce soit les pathologies démocratiques, que ce soit la question du suffrage universel, que ce soit la question de la gouvernance. Toutes ces questions-là sont en train vraiment de créer des menaces pour la survie de nos États. Il faut qu'on réfléchisse à ça, mais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on fasse en réalité d'atténuer les problèmes. Parce que les problèmes, on ne peut pas les régler. C'est dans la durée que nous pouvons les régler. On ne peut pas les régler ici et maintenant. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tine, pour cette pertinente intervention. Nous allons passer la parole au Dr Sanou Bambagay, s'il souhaite rajouter quelque chose. Dr Gay, pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on nous recevra. Ok. Je pense que le débat que nous sommes en train de mener, il est important. Il est important parce que ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les lignes bougent au Mali. Si on veut éviter la solution du pire, il faut que les lignes bougent. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un compromis historique qui doit être construit par les Maliens d'abord, eux-mêmes. Évidemment, si ce compromis doit faire l'objet d'un accouchement politique consensuel avec l'apport d'une médiation étrangère. J'ai écouté Mme Koïta, j'ai écouté M. Souleymane Koné, j'ai M. Traoré. Chacun a une lecture de la crise actuelle que traverse le Mali. Même s'il y a des places de convergence et de divergence, chacun a essayé d'analyser le moment dans lequel se trouve le Mali et comment faire pour sortir de la crise. À l'évidence, cela montre qu'il y a des nuances. À l'évidence, cela montre qu'il y a nécessité, en fait, de trouver des consensus les plus larges autour, en fait, des questions qui aujourd'hui sont les questions clivantes. C'est-à-dire, comment sortir de la crise actuelle à travers un gouvernement qui a suffisamment de pouvoir, comment faire en sorte pour trouver des consensus sur les questions constitutionnelles, mais comment faire en sorte pour rebâtir le Mali, la refondation du Mali. Parce qu'en même temps, il y a des questions conjoncturelles qui sont liées au contexte électoral, mais en même temps, il y a des questions structurelles qui traversent de part en part le Mali, du point de vue politique, du point de vue social, politique et humanitaire. Et je ne crois pas que le départ de IBK va, comme par enchantement, résoudre toutes ces questions. Je ne le crois pas. Même si IBK devait partir aujourd'hui, toutes les questions ne sont pas réglées. Comment lutter aujourd'hui contre les groupes terroristes quand le Mali ne dispose pas d'une armée? Comment aujourd'hui donner des services fonctionnels aux populations, les services de base, si le pays n'a pas encore de ressources et une administration? Comment aujourd'hui faire en sorte que la crise humanitaire puisse être réglée si le pays n'a pas les moyens, les outils et les instruments pour venir en aide à 1 200 000 personnes déplacées ou réfugiées? C'est des questions sérieuses, c'est des questions sérieuses. Donc, je pense qu'autant les revendications politiques du moment ont tout leur sens, autant la question d'avoir une vision prospective, une vision qui est basée sur le long terme, la nécessité de solutionner les problèmes dans la durée, cette question-là se pose et cette question interpelle tous les acteurs politiques maliens. Une des leçons apprises des crises politiques en Afrique au cours de ces 20 dernières années, c'est qu'on a mis l'accent souvent sur les questions d'ordre conjoncturel au détriment des questions structurelles. Et à l'évidence, même les changements de régime se traduisent par des déceptions, parce qu'on n'a pas résolu les questions de fond. Le deuxième élément, c'est la nécessité d'avoir une approche inclusive. Autant aujourd'hui le M5 est le leader de la contestation, mais je pense que le Mali ne se réduit pas uniquement au M5. Je pense qu'il faut fédérer la société civile,
Il faut fédérer les autres composantes, il faut fédérer le maximum de Maliens autour aujourd'hui d'une plateforme large sur les questions concrètes à résoudre, mais en même temps sur les questions qui doivent permettre à refonder le Mali. Et le dernier élément qui me paraît être important, il ne faudrait pas aussi que nos amis maliens balayent de revers de main tout ce que les acteurs extérieurs peuvent faire pour le Mali. C'est vrai, certains Maliens estiment qu'il faut redouter qu'il y ait une solution extérieure imposée au Mali. Mais à l'évidence, le Mali n'est pas un îlot. Le Mali est dans un contexte sous-régional. La sécurité et l'avenir du Mali intéressent ses voisins et l'Afrique. Le Mali est dans un contexte africain difficile. Le Mali est un pays à l'heure actuelle où se trouvent des forces étrangères, Barkhane, la MINUSMA, etc. Donc, la question centrale aujourd'hui qui se pose au Mali, c'est comment résoudre les questions nationales tout en trouvant un équilibre aujourd'hui par rapport à son environnement régional international. Mais vouloir penser que les Maliens peuvent se cloîtrer et faire fi de l'environnement dans lequel se trouve le Mali, c'est une illusion. Je pense que ce qui se passe au Mali interpelle au premier chef les Maliens, mais interpelle également ses voisins. Moi, je suis interpellé, d'autres sont interpellés, parce que je crois à l'avenir du Mali. S'il n'y a pas une solution pérenne, la crise au Mali va affecter le Sénégal, elle va affecter la Côte d'Ivoire, elle va affecter le Burkina. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait, au-delà en fait de la nécessité d'avoir une approche endogène, de pouvoir faire en sorte que les solutions qui seront issues du dialogue malien puissent en même temps être des solutions qui vont stabiliser et le Mali et la sous-région. Donc, voici en gros, Madame Fall, ce que je voulais dire. Je pense qu'on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de pouvoir développer ça, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est de dire qu'il faut faire le distinguo entre les exigences en fait d'une solution conjoncturelle, mais en même temps la nécessité de bâtir dans la durée une approche profonde et structurelle pour résoudre les problèmes de fond que le Mali est en train de connaître. Parce que la crise malienne rappelle d'autres crises en Afrique et nous devons tirer des leçons apprises de ce qui a été fait dans les autres pays et souvent la nécessité de ne pas trouver cette articulation entre la dimension conjoncturelle et la dimension structurelle, entre la synchronie et la diachronie a été véritablement fatale à beaucoup de pays et cela a conduit à des aventures gravissimes. Merci beaucoup, Dr. Gueye, pour ces éclaircissements supplémentaires. Alors, il y a Sophie ici du CNJ Sénégal qui abonde dans le sens de M. Traoré et de Mme Doumbia dans le sens où elle dit que les jeunes et les femmes ont une grande responsabilité dans la stabilité politique de nos pays et qu'au Mali, la situation sécuritaire impose une réflexion participative à travers un dialogue permanent sincère. Donc, la question de la confiance se pose encore. Et elle rajoute que c'est vrai qu'ils doivent jouer pleinement leur rôle pour une participation responsable lors des élections. On ne peut pas aussi accepter des 2000 francs pour des mobilisations politiques lors des élections et ensuite venir jeter des pierres parce que nos attentes ne sont pas prises en compte après. Alors, comment régler tous ces problèmes avec ce manque de confiance au pouvoir? On pose aussi la problématique des fonds qui ne se résument pas aux élections. Comment l'armée va avoir aussi les moyens si on continue de détourner des fonds destinés aux forces. Alors, il y a M. Koné qui souhaiterait certainement intervenir par rapport à ces apports apportés par vraiment les participants. Nous allons passer la parole à M. Koné. M. Koné? Monsieur Koné? Oui, vous m'entendez? Voilà, c'est bon, oui. Oui, très rapidement, je voudrais dire à Maman Kouité que nous sommes sur la même ligne. Si j'ai cité les femmes leaders, c'était pour dire qu'elles ont marqué leur réserve par rapport au rapport de la CEDEAO. Sinon, je sais qu'elles sont toujours équidistantes par rapport aux deux camps.
Pour le reste, la répétition a une valeur pédagogique. Je voudrais dire à M. Gueye aussi que les Maliens ne sont pas réfractaires à toute solution extérieure. Au contraire, nous sommes un des rares pays où notre Constitution, il est dit que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre souveraineté pour l'unité nationale. Je pense que ça aussi, c'est très clair. Et la pratique de bon nombre de ce que je vois au niveau du comité stratégique du M5, vraiment, c'est des gens qui ont bâti leur carrière politique, même leur vie politique sur le panafricanisme. Donc, de ce point de vue, on n'a absolument aucun complexe par rapport à l'extérieur, par rapport aux solutions extérieures. Il faut que cela s'entende bien. Je pense que ce qui a posé problème dès le départ, c'est les lignes rouges. Lorsque la CEDEAO pose comme ligne rouge le départ du président de la République, sans en discuter le contenu, cela a été une des premières difficultés. Parce que là, on est resté dans le formalisme juridique qui n'est pas opérationnel dans le Mali, comme tout le monde le sait. Et eux-mêmes le savent, en particulier quand on parle avec eux en aparté, le discours qu'ils nous tiennent et le discours qu'ils tiennent officiellement sont totalement différents. Mais malheureusement, c'est les discours publics qui décident. Maintenant, pour le reste, le M5 n'est pas figé. Le M5 n'est pas figé. Elle a évolué. C'est l'attitude du président qui a fait qu'elle est revenue à sa position de départ. Nous allons accueillir les chefs d'État avec tout le respect dû à leur rang, toute la courtoisie due à leur rang et avec toute la réflexion qui doit se faire en de pareilles circonstances. Depuis quelques jours, nous travaillons d'arrache-pied pour sortir le Mali de cette situation. Donc, sur ce plan, je pense que le M5 aura des propositions à faire, mais aussi, il attend des chefs d'État d'Afrique qu'ils soient compris que nous ne sommes pas dans les surenchères, absolument pas dans les surenchères. Parce que ce que nous voulons, ce que nous disons, c'est que notre pays est malade, c'est que notre pays est abîmé, il faut le réparer. Et pour le réparer, on ne peut pas le réparer avec la personne qui a créé le problème, la personne qui l'a abîmé. Que IBK reste, fêter les chrysanthèmes, que le pays soit donné à d'autres forces, y compris ceux qui sont dans la majorité. Nous n'avons jamais exclu les gens de la majorité présidentielle. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord sur le diagnostic, pour l'essentiel. Pour l'essentiel, nous sommes d'accord sur le diagnostic avec la majorité présidentielle. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la solution. Faudrait-il s'arrêter là, en les écoutant, en demandant tout simplement qu'il faut des réformes, qu'il faut élargir le gouvernement, comme si c'était un problème de poste gouvernemental? Le gouvernement d'union nationale doit obéir à quelque chose. D'accord. Monsieur Koné? Oui. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de ce webinaire et nous aimerions donc voilà, faire un peu un tour des différentes réactions par rapport à la question de la crise au Mali. Donc, pour paraphraser M. Tine, qui a parlé des perspectives de sortie de ce dialogue de sourds, et pour paraphraser également Dr Gueye, qui parle vraiment, qui amorce réellement les conditions de création d'un cadre de négociation propre au contexte malien, étant donné que les répercussions voilà, vont jusqu'à l'échelle régionale. Alors, on a parlé des conditions, du contexte, du temps de réflexion. La société civile également a son rôle à jouer et il est réel. Par ailleurs, il serait nécessaire que la CEDEAO revoie les aspects sur lesquels le M5 n'est pas d'accord, mais il faudrait également que le M5 soit à l'écoute, soit beaucoup plus réceptif afin que ce dialogue puisse exister. En même temps, il faudrait résoudre les questions conjoncturelles
et les questions structurelles. Quelle est en quelque sorte la leçon que nous donne aujourd'hui le docteur Serigne Bamba Gueye par rapport à cette crise sociopolitique qui ne fait qu'aggraver la question sécuritaire et humanitaire au Mali. Nous souhaiterons remercier tous les participants qui sont là. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les questions. Nous remercions... Juste un mot. Juste un mot. Madame Doumbia, oui. Oui, juste un mot. Hein. Je voudrais dire que quand la CEDEAO a rencontré les Maliens ici autour de la table, le rapport qui est sorti ne reflète pas la position des organisations qui étaient reçues. Je le dis, je le répète, et je pense que beaucoup ont réagi en envoyant soit les lettres de protestation, mais nous sommes partis voir le représentant de la CEDEAO pour lui dire que nous respectons la CEDEAO, mais nous ne sommes pas d'accord à cette façon de faire, parce qu'ils ont mis tous dans le même panier. Aujourd'hui, on est mal vu dans notre pays, comme si on n'a pas défendu aujourd'hui la situation qui prévaut dans le pays. On l'a dit partout, et je pense qu'on n'a pas besoin de marcher dans les rues de Bamako pour le dire à tout le monde. Nous sommes d'accord avec notre conscience. La CEDEAO, le rapport qui est sorti, on ne te retrouve pas dedans. On l'a dit à qui veut l'entendre. Moi, je pense que si on regarde ainsi les gens, pour dire que voilà, vous avez cautionné, parce que la CEDEAO a dit, à part le M5, tout le monde a adhéré. Alors que c'est faux et archi faux, je le dis à qui veut l'entendre. Nous sommes d'accord pour soutenir, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont dit dans le rapport. On l'a dit à tout le monde, mais je connais, je m'en excuse, je ne peux pas sortir aujourd'hui Madame Doumbia, dans les rues de Bamako pour contester cela. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faudrait que les deux positions ainsi que la CEDEAO revoient les aspects qui ont été pris en compte pour une meilleure pour une perspective de tentative de dialogue entre les différents acteurs. Et nous remercions donc vivement nos panélistes, Madame Koité Doumbia, que nous recevions aujourd'hui, le docteur Serigne Bamba Gueye, Monsieur Souleymane Koné. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aux discutants également, Monsieur Ousmane Traoré, Monsieur Alioune Tine. Nous vous remercions vraiment de mettre vraiment Afrikajom Center au centre des réflexions pour trouver des perspectives de sortie de la crise au Mali. Et je suis très honorée aujourd'hui d'être modératrice de ce webinaire. Nous aurons certainement d'autres échanges, d'autres séances d'échange. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Merci à tout le monde. Hein.